Nous venons de calculer il y a quelques minutes le coût des unités d'œuvre. Ça signifie que nous arrivons doucement mais sûrement à notre résultat analytique. Donc je suis maintenant dans la mise en œuvre de la suite de cette fiche méthode, en particulier lorsque je vais passer en revue les étapes 3, 5 et 7. Alors en effet, je rappelle que nous sommes dans un univers sans stock, mais ne vous inquiétez pas car nous allons appréhender les stocks la semaine prochaine, donc rien n'est perdu. Alors nous avons un tableau qui nous est proposé, ce tableau est vide, et donc nous allons le compléter, et nous pouvons constater que finalement ce tableau suit la logique de notre fiche méthode, puisque la première partie du tableau s'intéresse au coût d'achat, la deuxième partie du tableau va faire référence au coût de production, et puis j'ai une petite ligne avant le coût de revient, cela va faire référence au coût de distribution. Alors nous pouvons noter aussi que dans ce tableau, il y a à la fois des coûts directs, ça correspond à mes charges directes qui sont surlignées en vert, et puis j'ai des coûts indirects aussi à chaque fois, et cela fera référence donc à mes charges indirectes de ma fiche méthode. Rappelez-vous, nous venons de calculer des coûts d'unité d'œuvre. Il se trouve que ces coûts d'unité d'œuvre, nous allons les réinvestir. Nous allons les réinvestir en particulier à chaque fois que nous aurons une répartition des charges indirectes, et ça, c'est très intéressant. Que pouvons-nous dire de plus? Nous allons nous intéresser donc à ces différentes charges directes. Finalement, l'objet de ce tableau va consister à compiler les informations sur les charges directes. Ces charges directes, nous les avons déjà évoquées. Par exemple, lorsque nous serons sur le coût d'achat des matières premières, les charges directes correspondront au tableau 2, celui qui nous expliquait quels avaient été les achats de la période. Lorsque nous serons sur l'étape 5 des coûts de production, les charges directes seront à rechercher auprès de la gamme opératoire par exemple, mais aussi auprès de cette indication selon laquelle une machine spécifique allait être utilisée pour un des deux produits. Nous pouvons noter que dans notre exercice, nous n'avons pas de charge directe de distribution. Donc une fois que nous aurons compilé toutes ces informations, il sera possible de déterminer le coût de revient, nous rappellerons le chiffre d'affaires et enfin, nous aurons notre résultat. Donc maintenant que nous sommes d'accord sur la méthode que nous allons employer, nous allons compléter ce tableau et enfin connaître quel est celui des deux produits qui est le plus rentable. Désormais, nous avons le calcul du coût de revient et du résultat analytique pour chacun des deux produits. Si nous nous rendons sur la dernière ligne de ce tableau, nous pouvons constater que le produit le plus rentable est le modèle Buffalo. Alors dans la première partie du tableau, et même dans la seconde, nous pouvons constater qu'il existe des cellules de couleurs différentes. Des cellules en gris clair, ce sont toutes les cellules qui font référence au fichier donné, c'est-à-dire qu'on s'est contenté de reprendre des informations du fichier donné. Et puis d'autres cellules qui sont bleues, oranges ou vertes, ce sont en fait là aussi des recopies de calculs antérieurs, et là nous allons réinvestir le coût des unités d'œuvre que nous avons utilisées précédemment. Il existe enfin une colonne en jaune clair. Cette colonne est destinée à vérifier un certain nombre de paramètres et en particulier à faire des vérifications. Et nous avons aussi choisi d'avoir des totaux par couleur. Nous voyons des chiffres qui sont écrits en bleu, des chiffres qui sont écrits en orange. Nous allons y revenir. Nous allons tout d'abord commencer par l'approvisionnement, les matières, et donc nous ne commençons pas directement à nous intéresser à nos deux modèles de chaises, mais nous allons nous intéresser à ce qui se passe dans l'approvisionnement. Donc l'approvisionnement, le coût d'achat, et le résultat de coûts directs et de coûts indirects. Donc là, on reprend les éléments qui nous ont été donnés dans l'énoncé, on n'invente rien. La seule chose que nous apportons, c'est véritablement ce coût d'unité d'œuvre. On peut noter que ce chiffre provient du fichier répartition secondaire, donc c'est ce coût d'unité d'œuvre qui va matérialiser les charges indirectes liées à l'approvisionnement. Si je fais un petit focus sur ce coût d'achat des matières premières, en fait je vais m'intéresser au sous-total. Pour la matière bois, en fait, j'ai trois chiffres qui m'intéressent. J'ai d'abord le chiffre total. Ici, les 113, 415, 76. Cela représente la totalité des charges dédiées à l'approvisionnement, dédiées aux achats du bois. La deuxième colonne correspond aux quantités totales qui ont été manipulées, qui ont été achetées durant la période. Et de fait,
la troisième colonne, mes 13,76 représentent la division entre les charges et les quantités mobilisées. Donc je vais lire ce tableau de la droite vers la gauche. Et là, je réponds finalement dans ce type de sous-toto toujours aux mêmes questions. Ici, j'ai une somme. Ici, je réponds à la question combien. Et ici, j'aurai toujours une division. Donc on va bien lire de la droite vers la gauche. Donc j'ai la même chose pour le plastique. Quelle est la signification de ce montant 13,76? Cela signifie que à chaque fois que je vais utiliser un kilo de bois dans mon processus de production, eh bien ce kilo de bois va me coûter 13,76. Si je me place désormais du côté du plastique, à chaque fois que je vais utiliser 1 kg de plastique, cela signifie que ça va me coûter 8,76. Et je peux constater que c'est le cas en me rendant cette fois-ci dans la deuxième étape de mon calcul du coût de revient. Je peux constater ici que les coûts unitaires bois et plastique reprennent précisément les montants précédents, reprennent précisément le coût d'achat des matières premières que j'ai mis en avant. Lorsque je m'intéresse au coût de production, en fait, je vais m'intéresser aux coûts directs. Donc les coûts directs concernent à la fois la main-d'œuvre, les machines spécifiques lorsque c'est le cas, là en l'occurrence c'est la machine Buffalo, ou les heures machines. Je reprends les éléments de la gamme opératoire en appliquant les consignes qui m'ont été données. Cela me donne le total des coûts directs de production. J'ai une ligne supplémentaire avec les coûts indirects de production. En reprenant là encore les instructions qui m'ont été données, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit qu'à chaque fois que j'allais utiliser 1 heure de main-d'œuvre pour réaliser un produit, je lui affecterais 47,21 de charge indirecte. Donc ce qui signifie que pour le modèle Abilène que nous avons là, le montant 952,5 correspond aux heures de main-d'œuvre qu'il a été nécessaire de réaliser durant la période pour réaliser les 1270 chaises. Donc le coût de production va reprendre les coûts directs plus les coûts indirects. J'ai les coûts de distribution, je rajoute les coûts de distribution et je vais obtenir le coût de revient. Donc le coût de revient est véritablement la somme de toutes les ressources que j'ai dû consacrer pour obtenir ma production de fin de période. Le chiffre d'affaires, il me suffit en fait d'exploiter les informations du tableau 5 du fichier donné, donc je peux déterminer le chiffre d'affaires de la période. Par différence, j'obtiens le résultat analytique. Donc il est de 794,95 pour le modèle Abilène. Donc il est nettement supérieur pour le modèle Buffalo. Alors, quels sont les constats, quelles sont les précautions que je vais prendre avant de présenter ces informations au dirigeant? Parce que là, je suis en train de lui dire que quand même, l'un des deux produits n'est pas très rentable. Alors je m'entoure de plein de précautions pour être sûr que ces résultats sont fiables. Et donc c'est l'objet finalement de cette colonne que j'ai présentée très brièvement tout à l'heure. Dans cette colonne, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons des éléments que nous connaissons déjà. En particulier, si je m'intéresse aux chiffres qui ont été rédigés en orange, ces chiffres rédigés en orange me donnent la totalité des charges indirectes sur lesquelles je travaille depuis le début de l'étude de ce cas. Donc ça signifie que je n'ai rien oublié au niveau de ces charges indirectes, donc là je suis tranquille, je suis solide pour valider mes différents résultats. J'ai une autre vérification, et il s'agit ici des chiffres qui sont rédigés en bleu. Si je fais la somme de ces chiffres rédigés en bleu, eh bien en fait je vais retomber sur le montant des charges directes que j'avais déterminé pendant la semaine 1. Donc là aussi, je suis certaine de ne rien avoir oublié. Et si je veux encore continuer mon analyse et mes vérifications, je peux faire ici un petit focus sur une vérification comptable. Je rappelle le résultat comptable que j'avais obtenu lorsque j'ai travaillé avec les chiffres de la comptabilité financière, et dans cette cellule, je fais un petit rapprochement comptable en utilisant le résultat analytique plus les retraitements sur lesquels nous avons travaillé précédemment. Donc en faisant ces opérations, je me rends compte qu'il n'y a pas d'écart, donc c'est bon, je peux affirmer que le modèle Abilène n'est pas très rentable, je peux présenter ces résultats auprès des dirigeants. On me demandait en outre de calculer une profitabilité
par produit, c'est-à-dire que c'est un petit ratio tout simple mais qui peut être parlant et qui consiste à ramener le résultat analytique sur le chiffre d'affaires. Il est de 0,66 pour le modèle Abilène, de 16,18 pour le modèle Buffalo. Donc ce que nous avions déjà constaté en valeur absolue éclate, je dirais, au grand jour lorsqu'on calcule les pourcentages. Effectivement, le modèle Abilène n'est pas très rentable. Alors je peux procéder de la même façon avec les chiffres globaux et cela me donnera pour la totalité de l'entreprise, pour la totalité de la production de la période, une profitabilité moyenne de 10,33. Qu'est-ce que je vais faire de ces 10,33? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour vérifier cela, je vais tout simplement me comparer aux chiffres du secteur, aux chiffres de mes concurrents. Alors je vous propose de poursuivre cette analyse dans un dernier onglet, le dernier onglet pour aller plus loin, qui va peut-être aussi nous permettre d'avoir un peu de recul sur l'ensemble des calculs que nous venons de déterminer. Nous connaissons à présent le résultat analytique de chacun des deux produits. Dans cet onglet, dans le dernier onglet du fichier, je vous propose d'aller un petit peu plus loin et de commenter plus précisément ce que nous avons sous les yeux. Alors, premier commentaire que l'on peut faire est de comparer la profitabilité globale que nous avons calculée pour l'entreprise à celle du secteur, à la moyenne du secteur, et là nous constatons que nous sommes bien en deçà de cette profitabilité. Ce qui signifie que l'analyse d'un des deux associés, qui était un petit peu chagrin par rapport aux résultats de l'entreprise, est confortée. Effectivement, l'entreprise devrait avoir de meilleurs résultats. Alors pour comprendre dans un premier temps ce qu'il se passe exactement à l'intérieur de l'entreprise, nous avons repris une grande partie des informations précédentes et nous avons tout reclassé pour chacun des deux produits. Ce reclassement nous permet en fait de déterminer quel est le coût d'approvisionnement des matières pour chacun des produits, le coût d'achat, le coût de production et enfin le coût de revient. Donc nous avions constaté que finalement la profitabilité d'Abilène n'était pas au rendez-vous et que peut-être il y avait une problématique de trop de dépenses pour réaliser le modèle Abilène. C'est ainsi que j'ai introduit deux colonnes qui me permettent de calculer des pourcentages intermédiaires afin d'essayer d'y voir plus clair. Alors, lorsqu'on examine ces pourcentages intermédiaires, on va finalement se focaliser sur la première étape du résultat analytique, en l'occurrence le coût d'achat par produit fini, et nous pouvons constater que ce coût d'achat pèse 38% dans le coût de revient total pour Abilène, alors qu'il pèse 67% pour Buffalo. Donc si je m'intéresse simplement à la première étape du résultat analytique, ce n'est pas le coût d'achat qui va expliquer que le modèle Abilène est moins rentable. Je continue mon analyse et cette fois-ci je m'intéresse au coût de production. Et là je me rends compte que le coût de fabrication pèse pour 53% dans le coût de revient total pour le modèle Abilène, alors qu'il n'est que de 23% dans le modèle Buffalo. Donc véritablement le problème de profitabilité, s'il y en a un, doit se trouver à l'intérieur du processus de fabrication de l'entreprise et c'est pour cela que dans quelques semaines, nous serons amenés à budgéter ce qui se passe dans l'atelier concernant le produit Abilène. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi réalisé dans ce petit tableau, petit pourcentage un petit peu basique, et qui consiste en fait à répartir la profitabilité totale entre les deux produits. Donc j'ai 33,083 de résultats analytiques, et bien ce que je constate, c'est que 97% de ce résultat analytique provient d'un seul et même produit. On s'en doutait un petit peu au vu des chiffres, mais ce pourcentage très important doit nous interpeller. Cela signifie qu'aujourd'hui, la rentabilité de l'entreprise est dépendante d'un seul modèle de chaise. Et demain, si les clients de l'entreprise se détournent de ce modèle de chaise, celle-ci connaîtra des difficultés certaines. Donc il va falloir se défaire de cette dépendance et il va surtout falloir comprendre comment on peut continuer à travailler avec une si faible rentabilité. Est-ce que j'ai bien tout pris en compte? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments que j'ai négligés? Donc il va falloir que je continue à travailler et que je continue à examiner mes comptes. C'est ce que nous allons voir plus particulièrement dans les semaines à venir. Donc j'espère que cette mise en œuvre de la méthode des centres d'analyse n'a pas été trop ardue. Et il faut savoir que c'est peut-être la semaine la plus
lourde et la plus pénible en termes de prise en main des calculs de coûts. Les semaines suivantes seront plus simples, en tout cas je suis persuadée que je vais vous retrouver derrière votre tableur et d'ici là je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt!